Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous, Astrid et Mathieu, on se retrouve avec vous aujourd'hui pour un nouveau podcast de la série Le Voyage. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas ou qui ne connaissent pas le projet, en fait on est deux jeunes partis de France pour le Sénégal en octobre 2022 et on a pris nos vélos depuis le Sénégal pour rejoindre Cotonou au Bénin en traversant toute l'Afrique de l'Ouest et ça en 6 mois. Ce podcast est là pour vous faire voyager avec nous et vous faire découvrir ce qu'on fait sur la route. Aujourd'hui, dans ce podcast en particulier, on va vous parler de notre mois qu'on a passé au sud de la Guinée, dans une région qu'on appelle la Guinée forestière. Bonne écoute! Après avoir passé Noël avec mes parents, on se retrouve à nouveau à Mamou, une petite ville au centre de la Guinée. Et là, c'est reparti, on reprend nos vélos et on se prépare à faire environ 1000 km pour aller tout au sud de la Guinée et atteindre la Côte d'Ivoire. Et donc ça nous fait très plaisir en fait de reprendre nos vélos puisque ça faisait 2 semaines qu'on n'avait pas roulé puisqu'on avait fêté Noël avec mes parents. Et là, c'est reparti. On replonge à nouveau dans l'aventure. Cette région qu'on a traversée justement, qui s'appelle la Guinée forestière, c'est un endroit dont on avait beaucoup entendu parler et même le nom nous avait fait un peu rêver. En fait, c'est une région qui autrefois était couverte de grandes forêts tropicales. Alors aujourd'hui, quand on a pédalé sur la route qui menait justement jusqu'à la Côte d'Ivoire à travers la Guinée forestière, on s'est rendu compte que des forêts très anciennes comme ça, il y en avait moins. Il y a eu beaucoup de déforestation. Mais ça nous a quand même permis de passer dans des zones vraiment majestueuses avec des arbres qui sont super hauts, qui font vraiment des dizaines de mètres de haut, des bruissements de feuilles, des bruissements d'oiseaux dans la forêt. C'était assez magique. Et du coup, en termes de paysage, il y avait quand même pas mal de plantations. Donc on a vu du cacao, on a vu des bananes, on a vu des noix de cajou et surtout on a vu des ananas. Et ça, on a pu en goûter et vraiment c'était des ananas incroyables, très sucrés. Et je pense que ni l'un ni l'autre on n'en avait jamais mangé des aussi bons avant d'arriver ici en Guinée. C'est clair que je pense que j'ai mangé le meilleur ananas de toute ma vie. C'était dans un village en Guinée, c'était incroyable. Et alors aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que la Guinée forestière, c'est une région qui est très irriguée et qui est dans le prolongement du massif du Fouta Djallon, plus au nord du pays. Et du coup, c'est une zone qui est relativement basse, hein, on doit être à 100 mètres d'altitude en moyenne, je pense, quelque chose comme ça. Mais par contre, avec beaucoup de petites vallées et de petites collines, mais quand on est à vélo, on les sent passer parce que du coup ça grimpe et en fait la route elle est assez ancienne, il n'y a pas d'infrastructure et donc à chaque fois qu'il y a une rivière, on descend jusqu'au niveau de la rivière et à chaque fois qu'il y a une colline, on monte jusqu'au haut de la colline et en fait on a fait plus de dénivelé en Guinée forestière avec cet effet montagne russe que dans le Fouta Djallon où c'était vraiment de la montagne en tant que telle. On est au milieu de la brousse et là il y a Astrid qui est un peu malade. Donc on va essayer d'aller à la prochaine ville, Farana, pour être dans un hôtel, comme ça elle sera mieux, mais qui est à 80 km. Hein. Donc on va essayer de rentrer dans un camion ou une voiture et d'entasser les vélos, les sacoches et nous deux. Ça risque d'être compliqué, mais on espère que ça va bien se passer. Bon voilà, finalement on a trouvé un gars qui nous a pris dans son camion. Alors c'était un camion de 40 tonnes de ciment et il a accroché les vélos tant bien que mal avec des cordes au-dessus. Et voilà, on a roulé 80 km, mais bon,
Comme il allait entre 15 et 20 km/h, ça a quand même pris longtemps. Et on est très content d'arriver et puis Astrid va pouvoir bien se reposer. Effectivement, je me suis trouvée malade en plein milieu de la brousse et j'avoue que c'était pas une situation facile. Heureusement que Mathieu était là. Et en fait, heureusement que Mathieu était là et pas seulement à ce moment-là parce que j'ai pas eu de bol. Je suis tombée malade plusieurs fois pendant le voyage. Alors jamais rien de grave, hein. À chaque fois c'est juste des petites intoxications alimentaires, des trucs comme ça. Mais à chaque fois, le fait qu'on soit deux, ça, à la fois ça fait du bien au moral parce que ça permet de se remettre d'aplomb. Mais aussi c'est hyper rassurant parce que, en tout cas moi quand j'étais malade, je savais que j'étais jamais toute seule et que je pourrais toujours compter sur Mathieu si vraiment c'était trop l'enfer, quoi. Je vais commencer avec couture d'abord. Couture? Broderie. Ah, c'est différent de conduire ça. Broderie. Ouais. J'ai fait ça à 4 ans. Ah d'accord. J'ai quitté là-bas. J'ai conduit taxi ville. Mais c'est vrai que ça n'a pas été forcément facile. Quand l'un de nous deux tombe malade, c'est vrai que ça nous coupe un peu dans notre élan, hein. Du coup, on se retrouve à devoir aller à l'hôtel, à devoir prendre un camion pour aller à la ville la plus proche. Donc c'est pas évident. Et puis on se retrouve un peu bloqué dans notre chambre à attendre que ça va mieux. En même temps, moi ce que j'ai trouvé chouette aussi dans cet aspect-là, c'est que comme on a un voyage qui est long, qui dure 6 mois, le fait d'être malade pendant 3-4 jours, voire une semaine, et finalement, c'est pas ça qui pèse le plus, parce qu'on se dit qu'on a encore plusieurs mois devant nous, que c'est pas fini. Et ça fait aussi partie du voyage, ces aventures-là. Alors maintenant, une fois que c'est passé, on en rigole plus. Mais c'est mieux quand c'est fini, ça c'est sûr. Il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué dans ce voyage, c'est que c'est toujours dans les moments les plus difficiles, quand on est sur la route, qu'on en a un peu marre, que le moral flanche, qu'on a les plus belles rencontres. Alors c'est peut-être un hasard, mais vraiment, à chaque fois, j'ai l'exemple d'une fois où on a rencontré Pauline. C'était après une journée vraiment difficile, où on était complètement crevés, et on a rencontré cette dame qui nous a accueillis chez elle, et c'est vraiment le genre de rencontre qui remotive pour le voyage, qui nous fait nous rappeler pourquoi on est là, pourquoi on fait ce voyage, et qui nous donne tellement un tel coup de boost que ça nous laisse des souvenirs à chaque fois incroyables. Pauline, c'était une dame très chouette qui devait avoir une grosse trentaine d'années et qui du coup nous a accueillis dans la cour de sa maison. On a pu planter la tente comme souvent. Et en fait, ce qui était vraiment sympa avec elle, c'est qu'on a pu beaucoup discuter. Donc on a pu discuter de sa vie, de ses enfants, découvrir qu'elle avait des enfants qui étaient partis étudier dans la grande ville du coin. Rencontrer sa petite fille qui s'appelait Pauline aussi, donc une toute petite Pauline à côté de la grande Pauline, c'était rigolo. Et en fait, elle m'a aussi montré, après elle m'a invitée à rentrer dans sa maison, et elle m'a montré un grand panier avec une démarcation au milieu. Et alors moi, j'ai eu un peu de mal à comprendre ce que c'était. Et en fait, dedans, il y avait des petits coquillages ainsi qu'un gros coquillage. Et c'est un panier qu'elle utilise pour pouvoir faire des oracles. Alors, c'est pas comme ça qu'elle le disait, mais c'était plutôt, il y a des gens qui viennent lui demander conseil parfois. Donc, parfois un voisin qui peut demander si c'est le bon moment pour lui d'aller à Conakry. Et en fait, grâce à son panier, elle va pouvoir voir si oui ou non c'est le bon moment. Voilà, donc ça c'était vraiment hyper intéressant de voir comment elle, ça fonctionnait pour elle et quelles étaient ses croyances. Et quelque chose qui m'a vraiment plu dans cette soirée, c'est qu'on a aussi pu jouer avec les enfants. Et je pense que nos expériences, nous, d'animation auprès d'enfants, ça nous pousse à essayer de nous renouveler et pas faire toujours la même chose dans les villages quand on voit des enfants. Et là, ce soir-là, on a tenté de faire des ombres chinoises. Donc on avait nos lampes de poche et on montrait aux enfants comment mettre ses doigts pour faire des belles ombres chinoises sur le mur. Ça avait l'air d'être quelque chose qu'ils n'avaient jamais fait. Donc ils découvraient vraiment, et c'était un moment super sympa parce qu'au début ils étaient tout timides et puis ensuite petit à petit ils ont tous essayé de mettre leurs mains devant la lampe de poche pour faire des ombres chinoises. On a bien rigolé et c'était un moment partagé qui m'a beaucoup plu. Et autant vous dire que quand on a essayé de leur faire la tortue, ça n'a pas trop fonctionné. Mais après, il y a autre chose aussi dont on s'est rendu compte en fait dans ces nuits en village, c'est qu'il y avait quand même une certaine barrière de la langue. Les gens parlent français, nous on parle pas du tout leur langue, mais du coup cette barrière de la langue elle est quand même parfois un peu limitante et
quelque chose qui fait que les rencontres se passent bien, que les soirées se passent bien, c'est d'être direct dans sa demande. Donc par exemple, quand quelqu'un nous dit est-ce que vous voulez planter votre tente ici, plutôt que de faire plein de phrases très contournées en disant oui mais peut-être, mais ça dépend, est-ce que ça va pour vous, c'est nous on fait comme vous voulez, etc. Si l'endroit nous convient, dire oui c'est très bien, point. Et voilà, comme ça en fait c'est plus facile, la personne sait ce qu'on veut, la personne sait ce dont on a besoin. Et nous aussi on est plus à l'aise parce que du coup on obtient ce qu'on veut déjà. Et en plus, les gens sont plus détendus. Mais c'est vrai qu'au début, c'était pas évident parce que en France, on a souvent l'habitude quand même de tourner un petit peu autour du pot, de pas vouloir déranger, donc de pas trop oser, faire des demandes très précises. Mais ce qui laissait nos hôtes souvent un peu désemparés parce qu'ils savaient pas trop ce qu'on voulait au fond. Et là, le fait de vraiment dire précisément ce dont on a besoin et d'être assez direct dans nos demandes, ça a vraiment facilité les échanges et ça a été un bel apprentissage pour nous. Et avec ces hôtes, on essaye de garder le contact. Alors c'est pas facile parce que presque tous les soirs on rencontre des nouvelles personnes, mais souvent on échange quand même les WhatsApp et on essaye d'envoyer quelques nouvelles de temps en temps pour ne pas juste avoir été chez la personne et ne plus jamais lui parler, mais vraiment maintenir un petit peu le lien et dire à la personne où est-ce qu'on en est, prendre aussi des nouvelles. J'espère bien que vous avez quitté la Guinée. Merci et bonne traversée à vous, longue vie à vous. Salut Moussa, ça va bien? La journée, ça va? J'espère que tu vas bien. Quand on fait de la cuisine, c'est jamais très évolué. Souvent, c'est des légumes qu'on va faire revenir dans une poêle et avec un féculent type riz ou pâte. On n'a pas trop innové pour l'instant de cette base-là. Mais en fait, c'est quelque chose qui nous convient bien parce que ça nourrit bien, ça permet d'avoir des légumes, et c'est vrai qu'ici, on n'a pas forcément beaucoup de légumes sinon. Et puis, c'est consistant, quoi. Donc, c'est ce qu'on veut, finalement. Souvent, quand on arrive dans un village le soir, les gens qui nous offrent l'hospitalité nous offrent aussi un repas. Alors jusqu'à en gros la fin de la Guinée, on a accepté ce repas puisque ça nous fait vraiment plaisir de découvrir la gastronomie locale et de partager un repas avec les gens. Mais là, depuis un gros mois et demi, en fait, on a un peu arrêté parce que justement parce que je suis quand même vite tombée malade et du coup on a voulu un peu aseptiser nos repas pour être certain que tout se passe bien. Et donc pour ça, on cuisine et on fait pas mal de petits plats. En vrai, on fait des choses très simples, mais ça nous permet d'être autonome aussi sur les repas du soir. Un moment qui m'a particulièrement marqué, c'est le village de Bambalea où on a été accueillis toujours en Guinée forestière. Et c'était un village assez particulier puisqu'ils avaient un petit singe en laisse. Donc un singe qui vraiment était attaché à un piquet au milieu du village. Alors je suis pas sûr que ce soit une très bonne chose pour le singe qui devait être bien malheureux. Mais c'était assez folklorique pour nous de voir un tel animal en laisse. Et donc à Bambalea, on fait la lessive comme un soir sur deux et on met le linge à sécher sur un fil dans le village. Et le lendemain matin, au moment de récupérer notre linge, il manquait un de mes t-shirts. Ce qui est quand même un petit problème puisqu'on tourne à 4 t-shirts, donc un t-shirt en moins, ça fait quand même une grosse perte. Et donc je demande aux villageois, mais où est passé mon dernier t-shirt? Et ils me répondent tout sérieusement, ah mais non c'est normal, c'est la vache qui l'a mangé. Bah, moi je suis un peu embêté quand même d'avoir une vache qui a mangé mon t-shirt. Mais en fait, en cherchant un petit peu, on s'est rendu compte plutôt qu'il y avait une vache qui était passée, qui avait sûrement écorné le t-shirt. Donc j'ai finalement retrouvé ce t-shirt, mais dans la poussière et complètement déchiré. Donc j'ai dû en acheter un nouveau.
À Bambalea, et comme dans beaucoup d'autres villages, il y a une foultitude d'enfants. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me frappe ici en Afrique de l'Ouest. Quand on parle d'explosion démographique, c'est pas une blague, quoi. Des enfants, il y en a vraiment beaucoup, 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 et de tous âges. Pour beaucoup de ces enfants, en fait, il y a aussi quelque chose à laquelle nous, on n'est pas habitués, c'est que pour beaucoup d'entre eux, c'est la première fois qu'ils voient un blanc, et alors encore plus 2 blancs d'un coup, ça fait beaucoup. Parfois, s'ils en ont vu à la télé ou dans des magazines, mais jamais en vrai. Et du coup, il y a quelque chose qui, moi, me pèse un peu de temps en temps, c'est le poids du regard. En fait, tous ces enfants, du coup, restent autour de nous et regardent ce qu'on fait. En commentant et en nous fixant, vraiment en nous fixant, quoi, sans détourner les yeux. Et c'est quelque chose à laquelle on n'est pas du tout habitué. En fait, je me suis rendu compte qu'en France, on était très pudique sur le regard. Je sais pas si vous avez l'habitude de prendre le métro, mais c'est vrai que, par exemple, dans le métro, jamais on va regarder quelqu'un. Ou alors, si on le fait, c'est le plus discrètement possible. Et là, c'est pas du tout le cas. Il y a facilement 30 voire plus de personnes qui vous regardent en train de faire la lessive, en train de cuisiner. Et c'est quelque chose, j'ai beau le savoir, j'ai du mal à m'y habituer. Et parfois, ça pèse un peu parce qu'on se sent scruté, on a l'impression qu'on peut pas faire le moindre faux pas. Après avoir traversé la ville de Macenta, on se retrouve sur une route qui quitte un peu les plantations pour cette fois traverser une vraie forêt équatoriale. Et là, c'était vraiment impressionnant. C'était une route donc qui serpentait en montant, montait assez raide dans cette forêt. Et on s'est retrouvé du coup à pédaler au milieu de ces immenses arbres. Et ça nous a beaucoup impressionnés. Et c'est aussi dans ces moments-là qu'on réalise ce qu'on fait, quoi, qu'on est vraiment en Guinée, qu'on est vraiment en train de faire tout ça. Et ça a été un moment de bonheur vraiment incroyable. Et j'ai pu tester un petit truc dans cette montée, c'est la méthode de Sylvain Tesson. Il y avait souvent des gros camions qui passaient, mais très très lentement, puisque ils ont du mal à monter et que les camions guinéens sont des fois en très mauvais état. Et donc à vélo, c'est assez facile de rattraper le camion et avec un bras de s'accrocher à l'arrière du camion et de se faire tracter. Et ça soulage un petit peu les jambes, donc ça c'était bien sympa et puis bien rigolo. Bon, bien sûr, faudra pas répéter cet épisode à nos parents. Aujourd'hui, on a dormi à Nzébéla, qui est une petite ville pas très loin de Zérékoré. Et en fait, il paraît que dans cette ville, il y a régulièrement un éléphant qui vient rendre des visites, un ou plusieurs éléphants d'ailleurs, qui marche un peu dans le village, qui mange des fruits, enfin bref, qui vit sa plus belle vie, quoi. Et il paraît que l'éléphant est en ce moment pas très loin de Nzébéla. Du coup, on attend des guides qui devrait nous emmener voir l'éléphant, le fameux éléphant. Alors c'est un peu l'éléphant mystérieux, on sait pas trop si on va pouvoir le voir, on sait pas trop s'il existe vraiment. Donc ça y est, les pisteurs ont repéré l'éléphant. Donc là on est en moto et ils vont nous emmener à l'endroit où ils l'ont trouvé. Donc on est vraiment impatients là, on a attendu peut-être 3-4 heures parce qu'ils ont mis pas mal de temps à le trouver en cherchant les pistes, quoi. Et là c'est bon, donc on est sur le chemin. En fait, on les a approchés à une dizaine de mètres et ils étaient là à nous regarder avec leurs trompes et leurs grandes oreilles. Ils nous avaient tant qu'on n'a pas quitté maintenant, difficilement ils vont quitter. Maintenant, ils ne bougent plus quand ils savent qu'on est là. Quand on va continuer, il va aussi continuer en ville la nuit. Là où on va partir, il va partir là-bas. Il va nous suivre. Et en fait, ça c'est quelque chose, on en parle peut-être moins, mais le fait d'être en couple, d'être tous les deux, c'est dans des moments comme ça aussi où on réalise que c'est une vraie force. Parce que c'est des moments où on le vit ensemble, ça nous fait une expérience commune partagée. Et 2 points de vue finalement sur le même événement. Et du coup des moments vraiment incroyables qui nous soudent et qui nous rapprochent encore plus, quoi. Et en fait, ce qu'on dit souvent, c'est que ni l'un ni l'autre, on aurait été capable de faire ce voyage seul. Et c'est vraiment à 2 qu'on réussit à faire ça. Et pour notre couple, c'est vraiment à la fois passionnant comme expérience, puisque ça nous fait vivre à 2, vivre des moments très difficiles, mais aussi très beaux parfois. Et ça solidifie aussi notre relation.
Et après un mois en Guinée forestière, on atteint enfin la frontière avec la Côte d'Ivoire. Alors entre-temps, on a pu aussi passer dans un centre de conservation d'une population de chimpanzés, dont vous pourrez entendre parler dans un autre podcast, Ceux qui agissent, sur ce centre qui agit pour la protection de ces 5 chimpanzés. Et donc on franchit la frontière pour la Côte d'Ivoire, et ça on vous en parlera un peu plus tard dans un nouvel épisode. Donc voilà, on espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à nous faire des suggestions, ou si jamais il y a des sujets dont vous voulez qu'on parle et dont on parle pas tellement dans ces épisodes, n'hésitez pas à nous en faire part. À bientôt. Et un grand merci à François Derrida pour la musique.